2014, j'ai eu la chance de rencontrer des top regs qui m'ont aidé. Il y a eu une grosse remise en question de ma part, bien sûr. J'ai changé ma méthode de travail. Donc, je lui propose le deal parce que je me dis qu'il a un edge énorme sur moi. Il refuse, hein, évidemment. Ensuite, il y a eu les double or nothing sur Winamax. D'ailleurs, j'ai fait pendant un moment, j'ai fait partie des meilleurs Français sur ce format. Hello la Team Poker Pro, aujourd'hui on se retrouve avec une interview avec Rémi, notre coach, alias Willmax. C'est un plaisir de t'avoir sur Poker Pro aujourd'hui. Eh bien, écoute, très bien. Salut Maxime, salut à tous et à toutes. Ravi d'être ici pour ma première interview. La toute première interview, on fait un nouveau contenu avec des interviews de nos coachs pour les présenter, pour proposer leur contenu et aussi leur coaching. Pour commencer, est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu comment tu es tombé dans le poker et te présenter? Oui, bien sûr. Donc, alors moi, je suis tombé dans le poker en 2008. C'est mon frère qui m'a fait découvrir le jeu. Donc, à l'époque, il organisait des mini-tournois chez lui de 15-20 joueurs. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais essayer, c'est vraiment un jeu super. Je me rappelle, à l'époque, j'avais mis 20 euros, quelque chose comme ça. Donc, et puis, à ma grande surprise, je gagne le tournoi. Donc, je suis reparti avec j'ai dû miser 20, quelque chose comme ça. Je suis reparti avec 200. Je fais, oh, cool, c'est bien ce jeu. Bon, évidemment, avec le recul, hein, j'ai dû avoir une chance monstrueuse puisque je maîtrisais rien du tout à ce moment-là. Je me suis quand même intéressé au jeu plus profondément. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'aspects de ce jeu qui me plaisaient, tout simplement. Donc, j'ai creusé la stratégie. J'ai ouvert un compte en ligne. À l'époque, c'était sur Everest. Et puis, let's go, quoi. On est parti comme ça. Voilà. Alors, sur Everest, ça s'est mal passé au départ, puisque, enfin, j'avais dû déposer quelque chose comme 10 euros. J'ai monté et puis j'ai tout perdu, évidemment. Aucun bankroll management, rien. J'ai retenté l'aventure sur PokerStar. Et là, j'ai déposé 50, je me rappelle. Là, ça a été le dernier dépôt de ma vie, puisqu'après, on s'est jamais arrêté de monter. Voilà. Donc tu parles d'Everest, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi comme site? Everest Poker, c'était une room à l'époque sur lequel il y avait pas mal de monde qui jouait. Il y avait déjà les mastodontes comme PokerStar, Winamax, D'accord, et, ok. et puis moi c'est en contact d'autres joueurs qui m'ont conseillé PokerStar, donc après je suis allé sur PokerStar, quoi. À l'époque c'était pas le .fr encore. Là c'était le C'était pas point le .com? .fr puisqu'en fait, ouais, c'était encore le .com. En fait, le .fr, l'ouverture du .fr s'est faite en 2010. Quand le .fr est arrivé, là, on va dire que j'ai ouvert un compte supplémentaire d'ailleurs sur Winamax, du coup, pour pouvoir multitabler plus efficacement, quoi. C'était mieux d'avoir deux comptes sur deux rooms différentes. Hmm. Donc tu as commencé avec des buy-in à 2 euros et ensuite tu as atteint progressivement les buy-in qui sont un peu plus élevés, voire des mid-stack à 50 euros. Est-ce que tu peux nous parler donc de ta progression et aussi des enjeux en fait qui se lient à cette progression en fait? Alors au début, j'ai envie de dire que c'était facile entre guillemets parce que tout simplement à l'époque, le niveau il était catastrophique. Il y a personne vraiment. Il suffisait de s'intéresser un minimum à la stratégie pour vraiment gagner de l'argent dans la mesure où, je veux dire, il suffisait d'avoir une fréquence de c-bet, tu vois, typiquement à Mhm. 80-90%, t'étais le roi du monde, quoi. Ou avoir une fréquence de 3 bêtes élevée, pareil, les 3 bêtes light. Voilà, c'est des termes en fait que les joueurs connaissaient pas ou peu. On avait un avantage énorme si on s'intéressait à la stratégie. Donc les défis que j'ai eu à relever, si tu veux, c'est vraiment arrivé aux 50 que je les ai eus. Parce que finalement, monter des dos 50, ça s'est fait entre guillemets assez facilement. Par contre, arriver aux 50, là oui. Là, vraiment, ça a été une toute autre chose. Je me rappelle, j'ai commencé les 50 en 2012, donc 4 ans après m'être lancé. Et là, ça a été très compliqué. Je pense même que 2013, c'est ma pire année, je pense, ever, dans le sens où j'ai pas gagné d'argent cette année-là, parce que justement, je voulais absolument progresser là-dessus, mais j'y arrivais pas. J'ai découvert la variance, quelque part, justement, en 2013, puisque moi, j'avais toujours des courbes qui montaient régulièrement Mhm. pendant 4 ans, et arrivé en 2013, là, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter sur les 50. Il faut savoir que les 50, c'est vraiment la limite, quel que soit le format, enfin, pour les joueurs de tournoi, c'est vraiment la limite basse des pros. Donc, à partir de là, c'est vraiment un tout autre jeu. Donc, ça a été compliqué, mais en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer des top regs qui m'ont aidé. Il y a eu une grosse remise en question de ma part, bien sûr. J'ai changé ma méthode de travail. Voilà, j'ai essayé de creuser des choses que j'avais pas forcément creusées auparavant. En 2014, on a réussi à monter comme il fallait, même sur ces limites-là, sur les 50, quoi. Le plus gros défi que j'ai eu, c'est vraiment arriver aux 50 que je les ai eu, quoi. Et ouais, tu t'es formé à un groupe avec des personnes en fait qui t'ont permis de progresser, d'avoir d'expérience de certaines personnes qui potentiellement jouaient ces limites-là aussi. C'est vrai que c'est comme ça en fait, en partageant l'expérience un peu des uns et des autres, qu'on arrive à progresser selon les limites. Tu jouais MTT et Expresso déjà à cette époque-là ou juste un format? Alors, hormis le cash game, que j'ai très peu pratiqué, je suis passé par à peu près tous les formats, tous les formats de tournoi, du coup. À l'époque, il y avait des sit and go classiques, hein, avec donc 6 joueurs ou 10 joueurs au départ sur une table, et puis le top 3 est payé. Ensuite, il y a eu les double or nothing sur Winamax. D'ailleurs, j'ai fait pendant un moment, j'ai fait partie des meilleurs Français sur ce format.
Il y avait les 50-50 sur PokerStar également. C'est d'ailleurs sur ce format que je me suis fait un peu repérer à l'époque par Rio, parce que là aussi je faisais partie des meilleurs français. Alors que j'étais un peu seul dans mon coin, c'est en grindant ces deux formats que je me suis fait un nom quelque part. Et c'est là où j'ai pu entrer en contact avec d'autres top reg, etc. Et où j'ai pu apprendre du coup aussi forger mon jeu en MTT. Donc j'ai toujours navigué entre Sit and Go et MTT. Maintenant Spin et MTT du coup, puisque les Sit and Go classiques entre guillemets sont morts à l'heure actuelle, les spins ont vraiment tout vampirisé. Et maintenant, même si là en 2023 j'ai essayé de mettre un gros coup de boost sur les spins, c'est quasiment du 50-50, 50% tournoi, 50% spin. Est-ce que tu as un souvenir entre guillemets mémorable sur un de ces formats? Est-ce que par exemple en spin, tu as une table dont tu t'es souvenu, un jackpot qui est tombé, et en MTT pareil, est-ce que tu as réussi à avoir des perfs au niveau des tournois que tu as pratiqués? En spin, là j'en ai fait un là en début d'année, donc qui est plutôt cool. D'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir dessus puisque je suis tombé sur un 10K que j'ai gagné, donc là forcément ça fait plaisir. Mais curieusement, c'est pas un des moments les plus marquants. Si tu me demandes les moments les plus marquants, là, ce qui me vient en tête, enfin, il y a deux tournois que j'ai gagnés qui me viennent en tête. Le premier, c'est un $1, un tournoi à $1, je me rappelle que j'avais gagné sur PokerStar. Et c'était la première fois que je faisais une perf à 4 chiffres, du coup, puisque j'étais reparti avec $1 100. Et voilà, je me disais, putain, c'est vraiment énorme parce que, encore une fois, à cette époque-là, ben voilà, il y avait, le niveau était vraiment très faible. Et donc, je me disais, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, de miser de si petites sommes et de faire de si grosses sommes au final. Deuxième tournoi, alors pour le coup, là, c'était sur des buy-in supérieurs, c'était un 30 €. C'était ma première victoire sur un 30 € où j'ai gagné près de 4000, je crois. Et là, ça m'a marqué aussi parce que là, du coup, ben là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que là, le niveau était bien plus relevé. Je me rappelle même du heads up en fait où j'étais tombé contre un reg que je savais être vraiment très fort. Au moment où on attaque le heads up, en fait, on est tous les deux 40-50 bébé deep. Donc je lui propose le deal parce que je me dis qu'il a un edge énorme sur moi. Il refuse, évidemment. Il fallait vraiment que j'aille à l'encontre de l'image qu'il avait de moi. Donc du coup, en fait, pour aborder ce heads up, je me suis mis à être hyper agressif. Puis bon, c'est passé quoi. Au final, bon, là, je gagne le heads up et je gagne le tournoi. Et ça, ouais, c'était un moment assez marquant. Ouais. J'étais assez content. Tu es aussi coach du coup sur pokerpro.fr. Quelles sont les principales valeurs ou techniques que tu transmets à tes élèves pour les aider à progresser? Bah, les techniques, il y en a plein. Ça dépend d'où part l'élève, entre guillemets. Voilà, on va travailler sur différents aspects de son jeu. J'ai tendance à prioriser le jeu exploitant. Dans la mesure où la plupart de mes élèves sont des joueurs de petite limite, on va pas trop parler GTO. Ça n'a pas d'intérêt. S'agissant des valeurs, bon, il y a un mot que je répète souvent dans mes vidéos ou même du coup dans mes coachings, c'est la discipline. C'est-à-dire que pour réussir à ce jeu, surtout aujourd'hui, il faut vraiment une discipline énorme. Souvent, ce que je leur dis, c'est que on sait que au poker, il y a entre 6 et 8% de joueurs qui gagnent. Ça, c'est quelque chose qui a jamais changé. Quand on veut faire partie du top 6% d'une discipline quelle qu'elle soit, c'est-à-dire faire partie de l'élite, finalement, ben forcément, ça demande de l'engagement, du travail et donc de la discipline. Voilà, ça, c'est quelque chose dont je parle souvent. Il faut la discipline, du travail. Et puis du plaisir malgré tout, parce que de toute façon, si on prend pas de plaisir à travailler son jeu, on peut pas y arriver, ça c'est certain. En final, c'est un peu comme dans toute pratique sportive ou même sport de stratégie. C'est vraiment tout ce qui va être travail qui est lié en fait au résultat et à la performance sur du long terme. Et c'est ce qui revient beaucoup des interviews en fait de tous les coachs. Il n'y a pas de remède miracle, c'est vraiment en fonction du joueur et de son travail et de son implication dans ce qu'il veut faire que ça va amener à de possibles résultats. Donc là, tu me disais que tu coachais, donc c'est des joueurs qui sont sur des petites limites, voire moyennes limites, c'est ça? Oui, c'est ça, essentiellement petite limite et quelques joueurs en moyenne limite. Donc, la plupart de mes élèves, ils vont naviguer entre les 1 € et 5, 10. Et j'ai quelques élèves qui jouent 20 € et plus, mais il y en a pas beaucoup. Le tilt, on le sait que c'est un tueur de bankroll. Comment tu conseilles à tes élèves en fait de gérer ça et de maintenir l'état d'esprit dans lequel il faut être pour les compétitions? Alors, t'as prévu combien de temps pour l'interview? Parce que là, le mental est vraiment. Je pourrais en parler des heures en fait. Il y a énormément de choses à dire. Là, le truc que je peux dire en fait, que je dis souvent à tous mes élèves, la principale recommandation, ce serait d'acheter le livre Le Mental au Poker, qui est un livre de Jared Tendler, qui a été traduit par Peanuts. C'est la Bible pour les joueurs de poker. S'il y a un seul livre à voir, c'est celui-là. Il y a vraiment tout dedans, tout ce qui concerne le mental. C'est un livre qui, au-delà de ce que ça peut apporter en tant que joueur, enfin, ça peut permettre de développer des compétences qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un livre qui, pour moi, est encore une fois la Bible qu'il faut avoir chez soi. Tous les joueurs de poker devraient avoir ce livre. On joue essentiellement des formats rapides. Ce qui va se passer, c'est que la variance, elle va être plus grande. Donc, qui dit variance plus importante, dit encore une fois travail sur le mental plus important. C'est assez paradoxal, mais en fait, pour un joueur occasionnel, quelqu'un qui justement a une famille, un travail et du coup il n'a pas forcément énormément de temps à consacrer au poker, pour lui la variance, l'impact de la variance va être plus grand puisque le long terme
il va mettre beaucoup plus de temps à s'en approcher. Un joueur de tournoi, par exemple, qui fait 200, 300 tournois sur un mois, ce qui est déjà pas mal. Un pro, il va peut-être faire ça en 2 semaines. 200, 300, c'est déjà pas mal en 2 semaines. Mais en gros, dans l'idée, un joueur occasionnel peut faire en un an le nombre de tournois qu'un pro peut faire en un mois. Donc, il est bien évident que pour lui, la variance, quand on sait que, par exemple, qu'en tournoi, on peut être break-even sur 1000 tournois, bah, ça veut dire qu'un joueur occasionnel, même s'il est très bon, il pourrait très bien être break-even sur un an. Et ça, faut savoir l'encaisser. Donc, c'est quand même assez chaud. Donc, du coup, travailler son mental, c'est quelque part, c'est encore plus important pour un joueur occasionnel que pour un pro. Parce qu'un pro, lui, il aura cette capacité de lisser la variance plus vite qu'un joueur occasionnel. Les Ce que tu as compétences, dit. si on joue en format turbo, c'est ça. C'est de travailler à la fois le mental, en même temps que la technique. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est adapté à un public qui n'a pas forcément trop de temps ou qui a une vie de famille à consacrer, etc. Toi, tu as une vie de famille à côté aussi. Comment tu gères un peu cet équilibre entre poker, vie de famille, pour ceux qui nous écoutent? Il y a la famille, le travail, le sport également, parce que voilà, ça, il y a peu de joueurs qui le savent, mais je fais aussi du badminton en compétition, donc ça me prend aussi du temps, il faut que je m'entraîne pour ça. Voilà, ça fait de nombreuses années que je pratique le badminton. Donc il y a évidemment la clé, c'est de trouver l'équilibre, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Dans l'idée, voilà, il faut une organisation béton, faut pas se forcer à jouer. Et moi, à partir du moment où de toute façon mes priorités ce sont la famille et le travail, l'équilibre il va plutôt se situer entre le poker et le sport. Il y a des périodes sur lesquelles je vais jouer énormément au poker et d'autres périodes où je vais prioriser plus le sport. Même si le sport, j'en fais toujours régulièrement. Ça dépend du travail qu'on a. Il y en a qui sont juste qui ont des travails à mi-temps. Il y en a d'autres qui travaillent plus de 40 heures par semaine. J'ai moi vraiment des profils différents, justement des élèves avec des profils très différents. Et à chaque fois, on travaille justement beaucoup sur cet aspect-là en macro-gestion pour qu'ils puissent trouver le bon équilibre, justement. Ouais, c'est ça, tu analyses vraiment le profil de tes élèves pour vraiment maximiser en fait leur temps de coaching par rapport à leur situation. Toi, tes ambitions dans le poker en ligne, là, pour les prochaines années ou prochaines semaines, mois, Bah, ce serait bien de gagner enfin même de participer à un gros tournoi live, même si c'est plus un rêve qu'une ambition, parce que là, il faut trouver le temps pour jouer en live, évidemment. Le coaching à domicile, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Alors, je suis un des rares coachs à proposer du coaching à domicile partout en France, et c'est vraiment une formule qui est absolument géniale. Aussi bien pour moi, parce que ça me permet de faire des rencontres, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je veux dire, moi, j'aime le coaching. Je veux dire, c'est pour ça, il y a pas mal de coachs qui proposent des masterclass. Alors, c'est très bien les masterclass, évidemment, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment le coaching privé. C'est ça qui me plaît le plus, et c'est pour ça que je fais que ça. C'est un impact énorme pour ceux qui connaissent un peu les atouts que peut représenter une formation, ce qu'on appelle une formation en présentiel. C'est l'impact d'une formation en présentiel, il est considérable. J'aime pas trop ce genre de comparaison, mais une journée de coaching à domicile, c'est plus puissant pour moi que 20 heures de coaching à distance, parce que voilà, il y aura un impact beaucoup plus grand. L'implication n'est pas la même. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, un peu plus de coaching à domicile. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très novateur et tu l'as vraiment bien expliqué dans ta vidéo qui se situe en fait dans ta page de coaching sur pokerpro.fr. Donc c'est vraiment dans ta rubrique de page de coach, donc Willmax. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour vous renseigner. On a vraiment une vidéo de 20 minutes à peu près où tu expliques tout ton processus de coaching avec les différents types d'élèves que tu coaches et tes formations aussi. Et tu parlais beaucoup de feeling aussi que tu avais avec tes élèves. Bien sûr, c'est important. C'est important le feeling. Généralement, quand j'ai un joueur qui vient vers moi pour du coaching, souvent je lui propose un premier contact. C'est-à-dire que avant même de parler combien ça coûte, etc., je vais lui dire attends, on va discuter ensemble, voilà, que je sais un peu à qui j'ai affaire, Mhm. quel joueur es-tu, etc. Enfin voilà, j'ai pas mal de questions. Ça permet d'établir un contact et puis effectivement, ça permet d'établir un premier feeling en tout cas avec l'élève. Des fois d'ailleurs, c'est arrivé qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas besoin de coaching. En tout cas, c'est trop tôt pour du coaching. Des fois, il y a des joueurs qui ont trop peu. Il faut quand même un minimum d'expérience, à mon avis, avant de passer au coaching privé. Parce que tout simplement, il y a plein de choses qu'on peut déjà faire seul, tout simplement. Alors des fois, il y en a qui ont besoin d'un mentor, d'être dirigé, mais il y en a qui vraiment ils s'en sont pas encore là. Il y a d'autres choses à voir avant. Il faut déjà avoir quelques prérequis et en tout cas des idées en tête, des objectifs clairs surtout, etc. Ça, c'est top. Juste avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous partager des conseils, ce que les gens peuvent attendre de toi dans un avenir proche, si tu as un dernier mot à nous dire Bah écoute, non, ce qu'ils peuvent attendre de moi, c'est que je suis toujours présent pour eux s'ils ont besoin. Voilà, Mhm. encore une fois, du coaching privé parce que c'est ce que je priorise. Alors je suis pas trop sur les réseaux sociaux par contre, hein, donc pour me trouver, faut pas me chercher sur les réseaux sociaux. C'est pas que je sois contre, hein, mais c'est juste que j'ai pas le temps, j'aurais pas le temps de tous les checker si j'y étais. Donc moi, si on veut me trouver, c'est facile, hein, le contact, c'est par un mail, donc willmax@yoviral.fr ou willmax@pokerpro.fr. Normalement, ça devrait arriver. Ou sur le Discord également, Discord Poker Pro, qui est maintenant assez actif, donc on peut aussi me contacter en MP.
via Discord Poker Pro ou par mail. Bon bah merci beaucoup pour l'interview. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Bonne journée à toi. Bonne journée, ciao tout le monde.